Mesdames, Messieurs, bonjour, il est midi partout au Sénégal, l'heure du grand journal. Bienvenue dans cette principale édition de la mi-journée. À la une de l'actualité, nous irons à Bignona où les fidèles du marabout Fa Ousmane Bodian ont décrété un mot d'ordre de ville morte suite à un différend entre un talibé du chef religieux et les forces de l'ordre, situation tendue sur place. Autre manifestation, celle des populations de Salémata contre l'application qu'elle juge trop stricte du code forestier. Également au sommaire, le plan de lutte contre les inondations avec les 10 mesures retenues à l'issue du conseil interministériel hier. Sur le terrain, le maire de Balou s'en félicite mais demande la prise en charge des victimes de la crue de l'année dernière, toujours sous les tentes. Nous irons également à Matam où les infrastructures de lutte contre les inondations sont loin d'être achevées. Fin ce mardi, de la dérogation accordée aux gros porteurs sénégalais pour le respect du règlement 14 de l'UEMOA sur le territoire malien. À suivre notre dossier dans la seconde partie du journal. Et puis dans notre rubrique Point de vue, nous reviendrons sur les cas de noyade qui ont coûté la vie à 4 élèves en fin de semaine dernière. Une quinzaine de victimes ces 2 derniers mois. À la mise en onde d'Abdoulaye Diop. Situation tendue donc ce matin à Bignona. Des manifestations ont éclaté ce matin. C'est à la suite d'un différend entre un gendarme et des talibés du marabout Fa Ousmane Bodian. Lors d'un contrôle, les talibés du marabout ont déclaré ce mardi un mot d'ordre de ville morte. Les cours, les transports sont à l'arrêt. Lamine Ba. Depuis ce matin, toutes les activités sont à l'arrêt dans la commune de Bignona où un mot d'ordre de ville morte a été largement suivi. L'appel lancé la veille par des jeunes en colère a paralysé l'ensemble du périmètre communal. La quasi-totalité des commerces sont restés fermés tandis que les transports sont totalement à l'arrêt, notamment à la gare routière de Bignona. Les mototaxis communément appelés Jakarta qui tentent de circuler malgré l'interdiction sont systématiquement immobilisés par des groupes de jeunes sillonnant la ville. Ces derniers ont également érigé des barrages sur plusieurs axes stratégiques afin de faire respecter le mot d'ordre. Les écoles n'ont pas été épargnées. Les élèves du primaire au secondaire ont été sortis des classes par les manifestants. Cette mobilisation fait suite à un incident survenu ce week-end entre un gendarme et le convoi du calife Fa Ousmane Bodian de retour d'une ziara à Djigoun. Ce qui n'était au départ qu'un simple contrôle de routine a dégénéré lorsque le cortège du guide religieux a été immobilisé, provoquant la colère des jeunes accompagnant le calife. En réaction, un appel à la ville morte a été lancé pour ce mardi. En guise de protestation, une rencontre de conciliation s'est tenue hier entre l'entourage du calife, les autorités administratives locales et des représentants de la gendarmerie. Bien que le marabout ait appelé à l'apaisement à l'issue de cette réunion, ces talibés, visiblement toujours mécontents, ont maintenu leur mot d'ordre. Pour l'instant, aucun affrontement n'a été signalé, la gendarmerie n'étant pas encore intervenue. Des missions de médiation sont également en cours dans l'espoir de calmer les tensions et ramener la sérénité à Bignona. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. À Salémata, dans la région de Kédougou, une partie de la population était dans la rue. Les manifestants sont contre l'application stricte du code forestier par les éléments des eaux et forêts. Ces populations parlent d'abus. Ibrahim Djebakhate. À Salémata, dans la région de Kédougou, la colère est grande. Ce matin, des centaines de populations ont battu le macadam pour dénoncer ce qu'elles appellent les abus répétés des agents des eaux et forêts. Une marche pacifique mais déterminée, encadrée par les forces de défense et de sécurité et ponctuée de slogans hostiles aux pratiques jugées illégales des éléments en poste dans la zone. Les manifestants banderoles en main accusent certains agents des eaux et forêts de saisie arbitraire et même de violence physique. Mamadou Sellou Diallo est le porte-parole des populations. Il nous a été amené de constater sans aucune explication valable des persécutions, des harcèlements, des menaces, des tueries de vaches, des jeunes qui sont partis chercher de la paille, ligotés, frappés, des toitures de maisons ont été décrochées sans aucune explication. Nos populations n'ont que leur silence et leur désespoir pour constater ces injustices infondées et à la limite exagérées s'abattre sur elles-mêmes. Joint au téléphone, le chef du secteur des eaux et forêts n'a pas souhaité faire une déclaration à ce sujet. Toutefois, à Salémata, la tension reste palpable. Les populations attendent des réponses claires sur l'attitude de ces agents en service à Salémata. En attendant, ils disent rester mobilisés jusqu'à ce que les éléments des eaux et forêts reviennent à de meilleurs sentiments. Ibrahima Diabakhate, Salémata, RFM. Toujours dans cette actualité, à Bambey, les étudiants
étudiants de l'université Alioune Diop ont encore perturbé les enseignements dans les établissements scolaires et affronté les forces de l'ordre ce matin. Dans la continuité de leurs 120 heures de grève non renouvelable, les étudiants de Bambey continuent de réclamer la réception du complexe de 1000 lits, la résolution du problème des restaurants et de l'infirmier. Ils menacent de rejoindre de force le complexe si d'ici quelques jours, le ministre de l'Enseignement supérieur ne réagit pas. Et puis, ce sit-in des travailleurs de Dakar Demdik ce matin, ils réclament le paiement de leurs prestations familiales. Une grève générale est annoncée si rien n'est fait. Sit-in devant la direction générale de la Caisse de sécurité sociale. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. RFM 94.0, la radio en puissance. En prélude à l'hivernage 2025, vous le savez, le gouvernement a validé hier 10 mesures pour lutter contre les inondations. Une initiative saluée par le premier adjoint au maire de la commune de Balou, Samba Bathily, qui prône une sensibilisation, sollicite du gouvernement un soutien pour les sinistrés de Balou qui sont toujours sous les tentes un an après la crue du fleuve qui avait affecté cette commune dans la région de Tambacounda et plus précisément à Bakel. Il est avec Papousseinou Diallo. L'initiative à saluer, dans la mesure où déjà nous sommes dans la zone très inondable, quoi. Donc, raison pour laquelle cet engagement du gouvernement ne fait que vraiment nous rassurer davantage. Et ça va de droit au cœur aussi, prendre vraiment ensemble toutes les dispositions nécessaires pour que vraiment cet éventuel encore ne soit pas vraiment une grande surprise pour nous. Donc ce que nous sollicitons en tout cas à l'État, c'est de faire beaucoup de sensibilisation et de venir surtout en aide aux sinistrés qui sont sous les tentes là jusqu'à présent, qui n'arrivent pas vraiment à trouver une solution par rapport vraiment à leurs problèmes. En tout cas, c'est un engagement vraiment salué et vraiment au cœur. Dans la mesure où vraiment on sait que s'il y a inondation venant du fleuve Sénégal et de la Falémé, en tout cas notre commune est déjà la première à être inondée. Donc c'est pourquoi vraiment nous saluons cette initiative vraiment vis-à-vis de notre commune, quoi. Au lendemain de ce conseil interministériel sur les inondations, ces nombreuses interrogations dans la région de Matam, vous le savez, la région était également fortement touchée par ces inondations. Des sinistrés se disent laissés à eux-mêmes. Ali Bandelnian. Au lendemain du conseil interministériel sur les inondations, de nombreuses interrogations dans la région de Matam. Sérieusement touchés par la crue exceptionnelle de l'année dernière, les habitants du Dandemayo des départements de Kanel et de Matam attendent toujours les actions annoncées par les autorités gouvernementales. À Horefondé, le pont submergé par les eaux reste en l'état. Fermé à la circulation, le pont de Ndouloumadji n'a pas été repris. C'est une déviation qui a été érigée pour permettre la liaison avec le reste du pays. De la même situation, le pont de Djamel dans la commune de Matam est toujours interdit aux bus et aux gros porteurs. Les travaux du pont de Tchoubalé n'ont jamais été poursuivis. 4 ouvrages, principales voies d'accès du Dandemayo nord du département de Matam, qui n'ont connu aucun coup de pioche. Leur dégradation est d'autant plus préoccupante que les différents ministres qui se sont succédés dans la zone, par mesure de sécurité, n'ont pu se rendre au Dandemayo. Au vu des prévisions de cet hivernage 2025, la hantise est en train de gagner les populations de Ngidjilogne, de Sinthiou Djamdior, de Silla ou encore de Djamel où, malgré le nombre de familles chassées par les eaux, aucune action n'a encore été entreprise pour parer à d'éventuelles inondations. D'ailleurs, lors du dernier CRD sur la question à la gouvernance de Matam, le représentant du maire de Ngidjilogne avait laissé exploser une colère pour dénoncer ce qu'il considère comme étant un manque de considération. Dans le département de Kanel, même si l'accès est réglé depuis la mise en œuvre des ponts de Hunare et de Wendu-Bossiabé, le sort des sinistrés reste préoccupant. À Wodobere, Lobali, Balel ou encore à Dembankani, en dehors des vivres distribués, aucune digue n'y a été réalisée. À tout cela, il faut rappeler que malgré les annonces de la délégation ministérielle, les travaux des routes du Dandemayo n'ont jamais repris depuis la fin de l'hivernage. Dans la capitale régionale, où les quartiers comme Afia avaient été envahis, les habitants attendent toujours les travaux de reconfortement pour fermer les brèches au niveau de la digue de Fortune. En somme, en dehors des appuis en vivres, le seul acte posé jusque-là, c'est bien ce dispositif de veille installé au quai de Matam par la DGPR chargée du contrôle du niveau d'eau du fleuve Sénégal. Matam, Ali Bandelnian, RFM.
À 12h10, l'actualité judiciaire avec l'affaire de la gare routière de Ziguinchor contre la compagnie de transport urbain Machallah. Le verdict est tombé. Les auteurs des actes de vandalisme sont condamnés à 6 mois de prison avec sursis. Ils étaient au nombre de 6. Information qui vient de nous parvenir de Ziguinchor. L'activiste Azoura Fall a été déféré au parquet ce matin. Il se trouve actuellement dans la cave du tribunal de Dakar, attendant de faire face au procureur de la République. Cet activiste proche du parti au pouvoir PASTEF est poursuivi pour propos contraires aux bonnes mœurs. Azoura Fall a été arrêté à la suite de propos injurieux à l'endroit de l'ancien président de la République, Macky Sall. Évoquons maintenant ce litige foncier à Madina Bokarsi, dans la commune de Faouné, dans le département de Bunkiling. Les populations s'opposent à l'occupation de 100 hectares par un marabout. Selon elle, cette zone est utilisée pour l'agriculture et l'élevage. Elle pense même que le marabout est protégé par les autorités locales. Et donc, face à la presse, elle dénonce. Moussassi est le porte-parole et il est au micro de Bakary Konté. On lui a attribué ici, dans cette brousse, 4 hectares. 2 années plus tard, il clôture 27 hectares. Et nos parents ont été là, le chef de village a été là. Il lui a dit de s'arrêter maintenant. Désormais, il ne va plus ajouter. Mais à notre grande surprise, il y a de cela 3 ans, il est venu, il a commencé à construire sur la route. Entre la clôture et la route, c'est environ 1 km. Il a commencé à construire, nous lui avons fait arrêter. Et cette année-ci, il est revenu recommencer les mêmes choses. On lui a demandé d'arrêter et il nous a clairement dit que s'agissant de lui seul, si on veut, on récupère tous nos terres. Mais à notre grande surprise, lorsqu'il a été chez le maire, l'actuel maire de la commune de Faoun, ce dernier lui a dit que nous ne pouvons avoir aucun mètre carré dans ces 214 hectares. Nous avons été surpris, très surpris même, parce que tout simplement aujourd'hui, ce soi-disant marabout, il y a non seulement le maire qui est derrière lui et en même temps le sous-préfet. Parce qu'il nous a dit aujourd'hui matin que c'est le sous-préfet qui lui a envoyé pour qu'il vienne exploiter la terre. Et nous pensions que le rôle d'un sous-préfet, c'est le maintien de l'ordre et de la sécurité, mais aussi pour la protection des populations. Mais il ne l'a pas fait. Il a mis en danger la vie des personnes. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous avons vu aujourd'hui 4 personnes venir ici, débroussailler. Et nous, les jeunes, si on n'avait pas gardé notre sang-froid, on pouvait créer l'irréparable. Nous demandons au président de la République et au Premier ministre, avec le Djoub Djoubal Djoubanti, qu'ils viennent faire ça ici, à Medina Bokarsi. Nous en avons besoin. Parce que tout simplement, ici, il n'y a pas de Djoub Djoubal Djoubanti, aussi bien avec l'autorité, mais aussi avec le maire. Interpellés sur la question, les talibés du marabout promettent d'apporter des réponses dans les prochains jours. Les avocats de Farbangom en conférence de presse cet après-midi, ils vont se prononcer sur les poursuites contre leurs clients par le parquet financier. Le député maire des Agnam est poursuivi pour escroquerie sur les deniers publics, blanchiment de capitaux et association de malfaiteurs, entre autres. Il est en prison depuis le 27 février. Dans l'actualité politique, le parti SOPI Sénégal, regroupant des dissidents du PDS, va participer au dialogue. Il dit vouloir entendre sa voix. Selon Doudou Wade, un des responsables de ce parti, il y a beaucoup de choses à revoir sur le système politique sénégalais. Nous l'écoutons au téléphone avec El Hadj Ndiogou Diène. Le PDS, par sa branche de SOPI Sénégal, sera effectivement au dialogue. SOPI Sénégal y a été invité et par une lettre adressée au député Tafsir Thioye, nous nous sommes réunis. Nous avons examiné ensemble des discussions, on organisé des discussions autour de l'ETDR. Nous y avons répondu et je pense que nous avions décidé d'aller au dialogue. Et qu'est-ce qui justifie votre décision de participer à ce dialogue national? Mais écoutez, parce que nous sommes un parti politique majeur et nous avons encore chez nous des hommes et des femmes compagnons des heures difficiles du secrétaire général, comme les années de braise, comme le renouveau démocratique, comme d'autres, qui ont encore gardé les séquelles et l'ADN du parti en répondant présent aux différentes rencontres qui se tiennent au Sénégal et en Afrique et sur le plan international et continental concernant la politique. Aujourd'hui, nous sommes dans l'opposition. Le pouvoir appelle à un dialogue sur le système politique. Le système politique a connu des difficultés ces dernières années, malgré la prouesse du Conseil constitutionnel qui a pu maintenir, réorganiser la date, faire des suppressions, faire des contournements pour effectivement maintenir le calendrier républicain et faire en sorte que nous ayons un président de la République élu et ensuite sans contestation après au Conseil constitutionnel. Mais il faut se
rendre compte que le système politique a été balafré, a connu des difficultés. Par contre, si le président appelle à discuter sur le système politique, nous devons y être présents parce que nous en avons des satisfactions, nous en avons des contraintes, parce que on peut être paralytique, aveugle, mais écoute, un muet ne fait pas de la politique. Le dialogue politique qui continue de susciter des débats à Kébémer, l'association des imams et oulémas du département a lancé un appel à l'unité pour le développement du pays. Les membres de la dite association ont également invité l'État à revoir davantage la carte éducative des Dara. Ils se sont exprimés à l'occasion d'une journée de formation dédiée aux pèlerins du département. À ce sujet, voici la correspondance de Nafissatou Ndiaye que nous entendrons dans nos prochaines éditions. Ce qui nous amène à parler de ces assises sur les Dara qui ont été lancées ce matin. Des consultations seront tenues dans les 46 départements du pays. L'objectif est de parvenir à un consensus sur l'intégration des Dara dans le système éducatif. La cérémonie d'ouverture se tient en ce moment même à l'Institut islamique de Dakar. Nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions. RFM, la radio de toute l'actualité. Venons-en à notre dossier du jour. Ce 13 mai, fin de la dérogation après l'interdiction des autorités maliennes de la circulation sur leur territoire des camions gros porteurs hors normes et hors gabarit. Des transporteurs et experts de ce secteur soutiennent que le respect du règlement 14 de l'UEMOA sera difficile. Chaque État ne cherche qu'à préserver ses intérêts, d'où l'intérêt de la révision du dit règlement. Dossier ficelé par Seydou Nourouba. Mansour Soran, président de la commission transport au GES, groupement économique du Sénégal, parle d'un règlement 14 de l'UEMOA qui a jusque-là démontré son impertinence. Depuis sa mise en place jusqu'à aujourd'hui, aucun pays ne l'applique de la même façon que l'autre. Donc c'est pourquoi nous, acteurs du secteur de transport, nous avons toujours dit que ce règlement, il fallait l'amener sur la table. Aujourd'hui, on n'applique pas l'amende sur les cieux. D'accord, on a décidé d'agir sur le gabarit, mais c'est la surcharge sur les essieux qui accroît la dégradation de la route. Mamadou Birambo, expert en transport, pense que le règlement 14 de l'UEMOA a pourtant été bien rédigé, mais pourquoi son application pose problème? Économiquement parlant, nos États ne sont pas réellement prêts à l'adopter parce qu'il y a des intérêts de part et d'autre qui font que son application peut faire perdre à certains États des recettes, notamment les recettes douanières. Je m'explique. Par exemple, s'il y a une concurrence entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, supposons que le Sénégal veuille l'appliquer rigoureusement et que les pays environnants ne l'appliquent pas, il est évident que les transporteurs ne voudraient pas débarquer leurs marchandises à partir du Sénégal, l'amener au Mali, mais ils préféreront aller dans d'autres pays qui ne respectent pas ces réglementations, donc qui autorisent une certaine surcharge à l'essieu, et c'est au bénéfice du transporteur. Il urge donc de remettre sur la table ce règlement, Mansour Soran. Mais on voit que ce n'est pas du tout applicable. J'ai eu la chance il y a 2 ans d'aller au Bénin et j'ai dit devant la tribune de la CEDEAO qu'il fallait qu'ils remettent ce règlement sur la table. Ce n'était ni la Bible, ni le Coran, ni la Torah. C'est une œuvre humaine, mais qui n'est pas applicable. Selon ces acteurs du secteur du transport, il s'agit de choisir entre le respect strict du règlement 14 de l'UEMOA et la dégradation de nos infrastructures routières. Et puis avant de boucler la première partie de cette édition, un mot sur la pénurie d'essence de pirogue à Mbour. La situation se décante progressivement sur les quais de pêche, mais ce n'est pas encore un retour total à la normale. Pour les pêcheurs, dans ce contexte de préparation de la Tabaski, l'État doit fournir davantage d'efforts. Reportage Ndeye Matidia. Il confirme une légère amélioration. Sur 5 stations-service à Ngaparou, les 2 sont maintenant ravitaillées en essence pirogue. Un soulagement pour ces pêcheurs, même s'ils auraient préféré en disposer davantage. Souleymane Ndiaye, président du quai de pêche de Ngaparou. Même constat à Mbour où les pêcheurs ne sont plus confrontés à une rupture permanente. Toutefois, il faut prendre ses précautions en se rendant chez le vendeur tôt ou faire une réservation.
Pour le président du quai de pêche, c'est à l'État de prendre ses dispositions. Il y a un léger mieux-être, mais c'est à l'État de prendre ses dispositions de prévention, puisque maintenant on est dans un pays de pétrole et de gaz. Ça ne colle plus. Si aussi avec l'approche des fêtes de Tabaski, on voit qu'il y a des pêcheurs qui ont même des problèmes pour avoir de l'essence pour partir en mer. Ça va être difficile pour le secteur. Contrairement à ces localités, Joal est toujours dans le besoin, déplore William Louis Lalire. Il est le président du quai de pêche. En tout cas, nous vivons une situation très difficile par rapport au manque d'essence. Parce que les pirogues ne peuvent pas aller en mer. Et le problème est plus large que ça. Vraiment, nous sollicitons l'État du Sénégal. Je ne dirais pas parce que la population est en train de vivre le calvaire. Dans un communiqué publié le 4 mai 2025, le ministère de l'Énergie faisait savoir que cette tension sur l'approvisionnement en essence au niveau national est due à une forte demande durant la période de campagne des pêches, ce qui a perturbé la chaîne logistique de distribution. Ndeye Mati Dieng, Mbour, Radio Futur Média. L'actualité internationale. L'actualité internationale avec vous, Georges Déthié Diop. Bonjour. Bonjour, Souleymane. Allons d'abord en Gambie. Des dizaines de personnes arrêtées pour possession de drogue prohibée. 29 personnes, dont 4 mineurs. Elles ont été interpellées lors d'une opération menée par la Drug Law Enforcement Agency Gambia. Des quantités de stupéfiants ont été saisies. Selon APA News, 1265 comprimés d'ecstasy étaient destinés au Sénégal et ont été interceptés aux terminaux des ferries de Banjul et Bara. Parmi les suspects, il y a 2 Sénégalais, 23 Gambiens, 2 Guinéens, 1 Tunisien et 2 Néerlandais. Les suspects sont actuellement en détention en attendant la fin de l'enquête. Au Mali, le Conseil national de transition a abrogé la charte des partis politiques. C'est hier lundi que le CNT a adopté le projet qui supprime cette charte, une décision controversée qui suscite des inquiétudes sur l'avenir du pluralisme politique dans le pays. Le CNT a approuvé l'abrogation de la loi sur la charte des partis politiques et la loi sur le statut de l'opposition politique, avec 130 voix pour 2 contre et aucune abstention. Les autorités de transition justifient cette décision par la nécessité de rationaliser un paysage politique jugé trop fragmenté. Mais elle suscite des inquiétudes concernant le pluralisme démocratique et la suppression des contre-pouvoirs. Pour le pouvoir, l'abrogation de cette loi ne met pas en cause l'existence des partis, mais elle s'inscrit dans une volonté d'arrêter leur prolifération. Le ministère malien de l'administration territoriale rappelle qu'environ 300 partis politiques sont officiellement enregistrés. L'opposition malienne ne fait pas la même lecture de la décision gouvernementale. Ces leaders ont dénoncé ce qui apparaît pour eux comme une stratégie pour dissoudre les partis politiques. Les opposants réclament également le retour à l'ordre constitutionnel. Cette mesure a déjà provoqué des manifestations le 3 mai 2025. Des opposants dénonçant une concentration accrue du pouvoir entre les mains de la junte au détriment des libertés politiques. En plus de cette abrogation, le CNT a adopté 8 autres projets de loi, notamment le statut des apatrides avec 129 voix pour et 1 abstention, visant à protéger les droits des personnes sans nationalité conformément aux engagements internationaux du Mali. En Guinée, les élections présidentielles et législatives vont se tenir en décembre prochain. Une annonce du Premier ministre Amadou Baouri lors du Africa CO Forum à Abidjan. Un référendum constitutionnel est prévu le 21 septembre. Le président Mamadou Doumbia avait promis que 2025 serait une année électorale cruciale pour parachever le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. Et puis ce chiffre pour terminer, le nombre de déplacés a dépassé les 80 millions en 2024. Il a atteint 83,4 millions, soit 2 fois plus qu'il y a 6 ans. C'est ce qui ressort du rapport mondial sur les déplacements internes 2025, rapport publié ce mardi par l'Observatoire des déplacements internes. Selon le document, 90% de ces infortunés, soit 73 500 000 personnes, ont été obligées d'abandonner leurs habitations en raison des conflits et des violences. Le Soudan occupe le premier rang avec 11 600 000 déplacés internes alors que le pays est en proie à la guerre depuis avril 2023. La Palestine et la République démocratique du Congo ne sont pas logés à la meilleure des enseignes. Les événements météorologiques, souvent boostés par le changement
climatique ont été à l'origine de 45 800 000 déplacements internes en 2024, le chiffre annuel le plus élevé depuis. Et les inondations, par exemple, ont déclenché 42% avec des événements majeurs du Tchad au Brésil, de l'Afghanistan aux Philippines et à travers l'Europe. Preuve qu'aucun continent n'a été épargné. La France, pour terminer, Gérard Depardieu, condamné à 18 mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris. L'acteur a été déclaré coupable d'agression sexuelle sur 2 femmes lors d'un tournage d'un film en 2021. Il a été condamné à son absence. Selon son avocat, Gérard Depardieu va faire appel du jugement. Merci, Georges Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans notre rubrique Point de vue, retour sur les cas de noyade qui ont coûté la vie à 4 élèves en fin de semaine dernière, à une quinzaine de victimes ces 2 derniers mois. Quelles mesures pour endiguer le phénomène? Réponse avec nos 2 intervenants du jour. El Hadj Moussa Dia, secrétaire général de l'Association nationale des maîtres nageurs du Sénégal, et le colonel Mamadou Fofana, sapeur-pompier à la retraite et expert en prévention des risques. L'actualité des sports avec vous, Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Suleiman. CAN U20, après la perte du titre, l'heure est au bilan. Le Sénégal qui en 4 matchs a obtenu une victoire, un match nul et 2 défaites plus une élimination dès les quarts de finale plus la perte du titre. Comment expliquer ces mauvais résultats pour l'équipe nationale du Sénégal, mais également comment décrypter le jeu produit par l'équipe nationale du Sénégal lors de cette Coupe d'Afrique des Nations de football? Nous avons posé toutes ces questions à notre consultant Moustapha Cham. Nous l'écoutons. La première analyse que j'ai faite sur cet échec, c'est que la plupart des joueurs n'ont pas eu un temps de jeu suffisant. Alors l'autre élément, c'est quand on est en regroupement, il faut mettre ensemble des joueurs qui sont prêts et qui ont un temps de jeu suffisant. Alors cela facilite les choses sur les plans techniques, tactiques. C'est ce qui fait prendre la mayonnaise. Alors il y a une différence au niveau du rythme, parce que le rythme que les attaquants adoptent et celui des milieux de terrain ne sont pas les mêmes. Il y a une différence. Alors durant toute la compétition, au fur et à mesure, nous pouvons même remarquer qu'à chaque fois, le niveau de jeu sénégalais baissait. Il ne fallait pas les rappeler parce qu'ils n'avaient plus rien à gagner en équipe nationale U20. Alors d'autres sont là, on le même registre. Je pense qu'on pouvait faire appel à ces jeunes-là pour venir quand même disputer cette Coupe d'Afrique. Alors je pense qu'il faut revoir les choses parce que le Sénégal était bien respecté. Vous avez vu les U17 quand même, mais aujourd'hui on voit que les choses ont commencé à changer. Donc il faut vraiment sélectionner ceux qui doivent être sélectionnés pour espérer gagner ces genres de compétition. Ligue de football de Louga, Abdoulaye Sarr vise la présidence. Il est un acteur du football de la ville de Louga. Il est agent de joueur au niveau de la FIFA. Il veut être le président de la Ligue régionale de football pour développer la discipline dans cette partie du Sénégal. Il a fait face à la presse hier. Ses propos sont recueillis par Nafissatou Silla. Nous avons des équipes qui vivotent. C'est comme ça que je peux l'appeler. Nous avons l'équipe phare de cette ville, le Ndiambour, qui jadis allait jusqu'au Maroc, jusqu'en Sierra Leone, jusqu'en Côte d'Ivoire pour défendre les couleurs du Sénégal. Finalement, Dara est en National 2, en 4e division. Donc, le Ndiambour en 2e division, qui a du mal à accéder à l'élite encore. Tout ça, c'est un football malade. C'est un football malade et il va falloir les aider. Parce que ce n'est pas la Ligue qui va les aider. Il faut les inciter la formation. Si nous formons les administratifs, les administrateurs de clubs, si nous formons les médicaux, si nous formons les entraîneurs de football, si nous formons les financiers, moi je crois qu'ils retourneront dans leur club pour les aider à aller de l'avant. Je m'engage, si je suis élu, à renforcer les capacités techniques, organisationnelles et managériales des principaux administrateurs, acteurs à travers les instances pour une gestion efficace et adaptée aux nouvelles ambitions du football régional, national et international.
Abdoulaye Sarr au micro de Nafissatou Ndiaye et non Nafissatou Silla pour finir avec cette brève sur la préparation de la 25e édition du drapeau du chef de l'État. On parle de lutte simple. Ce sera cette fois-ci à Ziguinchor à partir du 16 jusqu'au 18 mai prochain. Une compétition qui va regrouper donc toutes les équipes de toutes les régions du Sénégal. Nous reviendrons sur cela demain avec les membres du CNG, mais également avec les acteurs de la discipline à Ziguinchor Suleiman. Rendez-vous est pris. Merci, Malal Junior Diagne. La revue de presse avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Azoura Fall, mise en position de garde à vue. C'est un feuilleton à la fois croustillant, déroutant et profondément révélateur de notre époque. Azoura Fall, l'agitateur des réseaux, passe des directs Facebook au bon froid de la garde à vue. Ses avocats, ils sortent une carte inattendue, constate Vox Populi, troubles mentaux, foi fatigué, poumon affaibli, la totale. Dans Point Actu, la voix d'un néo-pacifien résonne aux côtés de celle des avocats. Tous ces mangas tentent de décharger à sa façon son compère. Pour bien juger le comportement de Azou, il faut, dit-il, faire l'expérience carcérale. On ne peut pas semer la haine dans le cœur des gens et s'attendre à mériter le respect des hommes. Mais l'affaire rebondit. Azoura Fall contre-attaque et accuse Maître Moussa Diop d'avoir ouvert la boîte de Pandore en ressortant une vidéo poussiéreuse vieille de 8 mois. Entre coups de buzz et plaintes croisées et stratégie de défense, c'est le tribunal du numérique qui se joue à nos yeux. Et Libération, qui en raffole apparemment de ce genre, ouvre une autre facette de ce théâtre où se croisent politique, droit et dérapages viraux. Le dossier Aronagnan, récent retour de parquet, par exemple, son tort, avoir accusé des membres du personnel médical de pratiques pour le moins scandaleuses. Et ce n'est pas fini, le rappeur Khalifa lui aussi est désormais visé par une plainte, l'homme qu'il accusait d'avoir, dans une vidéo virale, conseillé le régime de vider du poison sur Ousmane Sonko, l'a traîné en justice et désormais c'est derrière les barreaux de la cybersécurité qu'il mérite son sort, écrit encore le journal. Vox Populi en profite pour donner la parole ce matin à un avocat du projet, Maître Cyril Clédorli. Dans tous ces états, il confie que le PASTEF est infesté par le système. Selon lui, le nettoyer, qui semble être une urgence, va encore tarder. En attendant d'en savoir davantage sur ce nettoyage visiblement au Karcher que cet avocat d'Ousmane Sonko sous-entend, eh bien, ouvrons les pages du journal Les Échos et là, on retrouve Dr Cherdian, ancien DG de ONAS, sur la mise en accusation des anciens ministres. Dr Cherdian prône une réforme préalable de la Haute Cour de justice. C'est parce qu'elle est objectivement une cour politique où l'on mêle politique et droit et pire, elle viole le principe de la séparation des pouvoirs. Allusion nette aux députés qu'on retrouve aux côtés des magistrats pour juger des politiques. Dans Walfatri, c'est Abdoulaye Wilane qui dit à sa manière ces vérités sans détour. Pour lui, Sonko et Yoma, ils sont des apprenants toujours pas doués. Sur le dialogue, il soutient que la paire, le PDS et le PS n'ont pas le droit de faire l'hommerie. Le combat politique est fait à la fois de délices et de supplices. Le journal Enquête lui revient ce matin sur une notion au contour flou, celle de la haute trahison. Selon le journal, ni le code pénal ni le code de procédure pénale ne prévoit la haute trahison malgré son inscription dans la Constitution du Sénégal depuis 1963. Sans loi claire, juger un ancien président pour haute trahison relèverait de l'impossible, selon plusieurs juristes interrogés par le confrère. À la une du journal Le Soleil, prévention et gestion des inondations, le grand angle, 10 mesures pour secourir les populations. Oui, en perspective de l'hivernage 2025, le gouvernement a validé hier 10 mesures pour lutter contre ces inondations. La question a fait l'objet d'un conseil interministériel au bulletin administratif. Mamadou Dia, sous la présidence du secrétaire général du gouvernement, Boubacar Camara. Un plan de riposte donc mis en place pour éviter les crues des fleuves. Après les dégâts de l'année dernière dans le nord et l'est du Sénégal, le gouvernement va mettre en œuvre un plan donc pour prévenir ces crues du fleuve. Ainsi, le ministre de l'assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, est chargé, selon toujours Le Soleil, d'engager
déclencher des actions anticipatives et organisera des exercices de simulation en perspective d'éventuelles ripostes. Et puis sport pour boucler Canuvant, l'aventure s'arrête en quart de finale pour nos Lionceaux battus hier par le Nigeria selon le journal Tribune. Et c'est une double élimination, constate Réumi Quotidien. Le Sénégal éliminé à la CAN rate ainsi le mondial. Point Actu note que le Sénégal tombe des nues et dit adieu au mondial. Bon lecture à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h, presque 35 minutes, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Comment prévenir et limiter les cas de noyade à quelques semaines des vacances scolaires et des grands rushs vers les plages? Nous tenterons de répondre à cette question avec nos deux intervenants du jour. Nous sommes avec le colonel Mamadou Fofana, sapeur-pompier à la retraite et expert en prévention de risques. Mon colonel, bonjour. Bonjour, monsieur Nia. Nous sommes également avec El Hadj Moussa Dia, secrétaire général de l'Association nationale des maîtres nageurs du Sénégal. Monsieur Dia, bonjour. El Hadj Moussa Dia. El Hadj Moussa Dia qui n'est pas encore en ligne. Nous pouvons commencer avec vous, colonel Mamadou Fofana. La question elle est simple. Il y a quelques jours, on a enregistré 4 cas de décès, des élèves, des collégiens qui étaient allés à la plage à l'insu de leur établissement et de leurs parents a fortiori. Et selon les derniers chiffres dont nous disposons, ces 2 derniers mois, il y a eu 13 cas de noyade mortelle. Comment éviter l'hécatombe habituelle que nous avons à chaque vacances scolaires? Quelles sont les mesures minimales à prendre pour organiser tout ça, d'après vous? Merci, monsieur Yan. Je commencerai par présenter mes condoléances aux familles des élèves qui sont décédés suite à cette noyade. Pour répondre à cette question, il faut prendre 3 niveaux. D'abord, le premier niveau, c'est au niveau étatique. Le deuxième niveau, c'est au niveau des administratifs. Et le troisième niveau, c'est au niveau de la population elle-même. Si je vous parle du 25 juillet, je sais que ça peut vous dire quelque chose, comme ça peut ne pas vous dire quelque chose. Or, le phénomène de la noyade est un phénomène mondial. Ce qui a fait que l'ONU s'est approprié de cette situation et au mois d'avril 2021, il a été voté une résolution qui parle de la prévention des noyades, puisqu'il a été constaté que plus de 230 et quelques mille personnes sont souvent mortes par suite de noyades l'année dernière. Cela dit, le Sénégal, en tout cas à ma connaissance, n'a jamais fêté le 25 juillet, qui est une journée de prévention, de sensibilisation, d'information et de prise en compte de ce phénomène-là. Je dois avouer que je ne connaissais pas cette journée. Voilà. Donc c'est pour vous dire un peu. Donc ça part de là-bas. À partir du moment où l'État, les administratifs autres là, passent outre cette date-là, la population ne sera jamais sensibilisée. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est par rapport aux administratifs. Les maires, je parle des maires directement parce que c'est eux qui gèrent plus particulièrement les plages et autres là, puisque c'est dans leur domaine de compétence. Il n'y a pas une prise en compte directe de cette situation-là. Pour être encore beaucoup plus explicite, il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'avertissement, les plages qui sont interdites de baignade ne sont pas surveillées et ensuite maintenant, il n'y a pas une sensibilisation vis-à-vis de la population. L'autre aspect, c'est au niveau du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de la Jeunesse et des Sports. L'éducation nationale, les enfants doivent apprendre à nager. Il faut que dans le programme et dans le cursus qu'il y ait des formations pour la natation et des formations pour les gestes de premier secours à prendre en cas de noyade et des sensibilisations profondes. Encore faudrait-il qu'il y ait des piscines, suffisamment de piscines, parce qu'on ne peut pas apprendre à nager. Enfin, on peut, mais ce n'est pas optimal à la plage. Vous savez, chaque commune, je dis bien, chaque commune doit avoir une piscine communale. Et les enfants vont aller dès le bas âge apprendre à nager. Ce n'est pas parce qu'on sait nager qu'on ne se noie pas, mais au moins on peut être sauvé.
Parce qu'au moins, on pourra se débattre pour sortir de l'eau. Mais quand on ne sait pas nager, si on regarde les étapes de la noyade, facilement on se noie. Et c'est dommage. Maintenant, si je réponds à votre question, puisque vous m'avez posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire qu'il faut partir de qu'est-ce qui s'est passé exactement. Pourquoi les gens se noient? Vous savez, le littoral, partant de Yoff jusqu'à Saint-Louis, est un littoral très dangereux. Il y a la houle. Ensuite, il y a ces vagues qui prennent une longueur de 50 à voire 100 ou 200 mètres, où vous pouvez marcher sur une profondeur de 100 mètres ou 200 mètres, sans que l'eau ne vous arrive aux genoux. Mais qu'est-ce qui va se passer si vous voulez, ce qui s'est passé avec les enfants? Ils sont allés à la plage, ils ont dû avancer pendant que l'eau était à un niveau très faible, ça allait arriver aux genoux. Pour pouvoir se baigner, il faut aller après à 100-150 mètres. Mais 10 minutes après, qu'est-ce qui se passe? Il y a une marée haute. D'un seul coup, vous vous retrouvez à 200 ou 300 mètres de la plage. Si vous ne savez pas nager, vous allez couler. N'est-ce pas? Si vous avez... Oui. Sur ce point, justement, je voudrais introduire notre deuxième intervenant, El Hadj Moussa Dia, secrétaire général de l'Association nationale des maîtres nageurs du Sénégal. La question, elle est posée. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir les cas de noyade et si on ne peut, en tout cas, les éliminer complètement, en tout cas, les limiter en nombre et peut-être même en termes de décès. Mais avant de répondre, disons, à cette question plutôt générale, peut-être que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui du bilan des cas de noyade, peut-être un chiffre un peu plus récent que celui dont nous disposons, et pratiquement votre vie de maître nageur en tant que communauté. Comment faire en sorte que les mesures adéquates soient prises pour que vous puissiez jouer un rôle dans cet exercice de prévention? Bonjour Diogo. Allô, vous m'entendez? On vous entend très bien, El Hadj Moussa Dia. Oui, bon, dans un premier temps, je vais vous répondre de manière très objective. Bon, excusez-moi, mais ça fait écho. Je ne sais pas si c'est à mon niveau ou à votre niveau. Voilà, c'est réglé maintenant. Vous pouvez continuer. D'accord. Donc, de manière objective, vous savez pertinemment que dès que vous sortez de la région et que vous commencez vers Parcelles Assainies, Malika, vers la Grande Côte jusqu'à Saint-Louis, là-bas, les plages sont interdites. Donc, juridiquement, ces plages sont interdites. Et c'est ce qui fait office d'alibi aux collectivités territoriales de ne pas prépositionner de maîtres nageurs, ni d'aménagement, ni d'organisation à ces niveaux. Maintenant, ce qui se passe, c'est que les collectivités territoriales, ils privilégient l'aspect commercial, c'est-à-dire ils organisent des zones de commerce, mais au niveau de la sécurité, il reste un manquement très grave. Par exemple, suivez le cas de la plage de Malibu. Vous passez à Malibu, vous verrez des commerces qui sont là-bas jusqu'à 22h du soir. Mais pendant la journée, il n'y a aucun dispositif de sécurité dédié aux usagers, aux baigneurs. Ce qui est paradoxalement contraire par rapport au protocole d'accord signé au niveau du ministère de l'Intérieur, je pense, en 2018. Donc, de manière très, très objective, il faudrait aller vers une reclassification des plages et que l'État prenne en charge cette situation. Alors, j'essaie de comprendre ce que vous dites. Si je vous entends bien, il y a des plages interdites à la baignade, mais qui sont fréquentées par les baigneurs. Et d'après vous, il faut soit les déclassifier, passer de plages interdites à plages autorisées à la baignade, en mettant en place un système de surveillance de la baignade. Oui, exactement, c'est ça. Il faudrait reclassifier les plages comme ce fut du cas du modèle de la BCAO. Oui, mais ces plages resteraient quand même dangereuses. Mais maintenant, oui. Vers la Grande Côte, toutes les plages quasiment sont dangereuses. Donc, bon, à certains niveaux, à des moments aussi,
pas. Et là, c'est aux maîtres nageurs de décider dans quelle zone se baigner et aussi définir des horaires de baignade. Très bien. Colonel Mamadou Fofana, que pensez-vous de cette proposition d'absorber le risque, comme on dit en management des risques, et de prendre des mesures pour limiter justement ou contenir ce risque-là en mettant en place des dispositifs de surveillance de la baignade ou de surveillance simplement de l'accès? Je suis désolé, mais ça, je suis totalement pas d'accord du tout. Pas du tout, alors. Et je vais m'expliquer. La nature a fait que le littoral est devenu une plage très dangereuse. On ne peut pas la régulariser. Ce n'est pas possible. C'est à la population et aux administrateurs de s'adapter à la situation. En quoi faisant? Dans un premier temps, l'interdiction impose l'implantation de drapeaux rouges sur toute la longueur. Ces plages sont interdites de baignade. Maintenant, ceux qui veulent prendre l'air, ils sont libres de se mettre sur le bas-côté, sur la terre ferme, et marcher et faire leur commerce et tout. Mais c'est la baignade qui est interdite. Je suis d'accord avec mes amis maîtres nageurs, parce que c'est moi qui ai formé la première promotion de maîtres nageurs avec SILAT, c'est il y a après une quarantaine d'années. Mais j'ai dit encore une fois, vous ne pouvez pas être un seul surveillant de plage pour 500 ou 1000 personnes. Ce n'est pas possible. Et quand on mettra un maître nageur sur une plage interdite, indirectement, on aura autorisé la baignade. Ça, c'est ça la réalité. Il faut des services de sécurité. Il faut revenir sur la police municipale. En tout cas, les jeunes sont là. Les ASP mettent un dispositif sur 3 mois interdisant la baignade de manière systématique. Toute personne prise sera amenée directement au commissariat et présentée devant le juge. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que la rigueur soit en place si on veut préserver des vies humaines. Ce qui est désolant et ce qui me fait mal, c'est des jeunes qui meurent. On ne verra jamais, très rarement, on verra un adulte mourir. C'est des jeunes qui partent de 12 ans à 25 ans, voire 35 ans. C'est l'avenir de ce pays-là. Et 300 personnes l'année dernière. Cette année, on en est encore à 17, connus. Mais ça pose problème. Je suis désolé, monsieur le représentant des maîtres nageurs, il ne faut jamais autoriser. Colonel, peut-être une dernière question pour vous, puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Quel rôle pour les forces de défense et de sécurité? Il y a quelques années, on déployait la gendarmerie sur certaines plages avec le matériel nécessaire. Que ce soit des chevaux, que ce soit des squads, etc. Et ça avait un effet dissuasif et peut-être même rassurant pour certains. Ce ne sont pas des maîtres nageurs, mais au moins la sécurité était assurée dans une certaine mesure. Faut-il mettre à contribution davantage les forces de défense et de sécurité pour surveiller non pas la baignade, mais les sites jugés dangereux et interdits de baignade? Qu'en pensez-vous? Entièrement, il faut renouveler le dispositif. Dès la semaine prochaine, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Forces armées et tous les ministères concernés devront mettre un plan de surveillance des plages. La vie humaine, elle est extrêmement importante. Malheureusement, nous sommes têtus. On pense qu'on est plus intelligent. Vous savez, même si vous savez nager, vous pouvez vous noyer. Même si vous êtes un excellent nageur, vous pouvez vous noyer. Donc, il faut remettre des dispositifs. Sensibiliser les maires, interdire la baignade. C'est très simple, interdire la baignade. Ceux qui veulent se baigner, ils n'ont qu'à aller dans les plages qui sont autorisées. Et se baigner là-bas, ou alors à la piscine olympique, si elle est ouverte. Moi, je crois que tant qu'on ne prendra pas, M. Nyan, des mesures draconiennes, malheureusement, nous allons vivre ce fléau et il y aura toujours des jeunes qui vont partir une mort dure, difficile et incompréhensible. Merci. Moi, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas. Merci, colonel Mamadou Fofana, sapeur-pompier à la retraite et expert en prévention de risques. Nous restons avec vous, El Hadj Moussa Dia, secrétaire général de l'Association nationale des maîtres nageurs du Sénégal. Quel rôle pour les maîtres nageurs, parce que le colonel l'a évoqué tout à l'heure au début de cet entretien, l'importance d'apprendre la natation aux jeunes, aux enfants, dès l'école. Vous intervenez déjà de façon
temporaire, disons, pas toute l'année. Quel rôle pourrez-vous jouer le reste de l'année pour justement renforcer le niveau de compétence des citoyens en matière de natation et peut-être de cette manière-là sauver des vies? Vous savez, Ndiogou, ça, c'est le rôle de la Fédération sénégalaise de la natation. Et pour organiser une session de natation, ça coûte excessivement cher parce qu'il faudrait le faire en piscine et par période, c'est-à-dire là où l'eau est pratiquement chaude. À une certaine période, c'est impossible. Mais je vais revenir par rapport à l'intervention du colonel. Je suis désolé, monsieur le colonel, mais il y a quelques années, le ministre de l'Intérieur avait pris en charge d'interdire les plages avec la brigade montée, tout le dispositif de sécurité pour dissuader les baigneurs. Donc ça n'a pas marché et on est revenu à la situation actuelle. Donc des plages sans surveillance, disons. Non, nous sommes dans le comité de pilotage au niveau du ministère de l'Intérieur, de la direction de la protection civile. Nous savons ce dont nous parlons. Donc cette situation-là, le ministre l'avait, comment dirais-je, on avait mis ce dispositif, mais ça n'a pas marché. Et pourquoi? Donc, c'est parce qu'on ne peut pas contenir toutes ces populations qui viennent des parcelles d'Asseni, de Guédiawaye, de Malika, de Tivaouane-Peulh, etc., de Lagos. Très bien. Aucune armée ne peut contenir toutes ces populations. Donc, nous avons dit d'aménager des zones de baignade. Et c'est ce qui stipule le protocole d'accord sur les risques de noyade. Donc, le protocole, il a été revisité avec un toilettage et signé par différents partis. Et le ministre de l'Intérieur en fait partie, avec le ministre de l'Environnement en charge de la jeunesse, de l'éducation, de l'hygiène publique, ainsi que de l'Association des maires du Sénégal. Donc, ce document-là, je vais vous l'envoyer, vous allez le lire et vous allez comprendre que parfois nos autorités, ils prennent des décisions et au lendemain, ils les rangent dans les tiroirs. Donc, en définitive, vous demandez juste que les accords qui ont été conclus soient mis en œuvre et les termes respectés. Merci El Hadj Moussa Dia, secrétaire général de l'Association nationale des maîtres nageurs du Sénégal. Merci également au colonel Mamadou Fofana, sapeur-pompier à la retraite et expert en prévention de risques. Nous vous retrouverons tous les deux dans la version Wolof de ce débat. C'est la fin de cette édition à 12h52. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. El Hadj Ndiogou Diène à la rédaction en chef. Chef d'édition Awambaï à la mise en onde, Abdoulaye Diop. Alunba à la production. À 13h, retrouvez El Hadj Ndiogou Diène pour le grand journal en Wolof. Excellente suite des programmes sur la RFM. Au revoir. Publicité sur RFM.